Bonjour Nicolas Bavrez, merci beaucoup d'être avec nous. Vous Bonjour. êtes historien, essayiste, vous signez des tribunes dans Le Point, dans Le Figaro, vous êtes un spécialiste de Raymond Aron, si je cite quelques titres de vos livres, Danser sur un volcan, Le déni français, l'alerte démocratique. On voit bien que ce qui vous habite, c'est l'inquiétude sur le modèle français depuis des années. Est-ce que vous trouvez ce matin des raisons d'espérer? On va le voir. Mais d'abord un mot de cette situation politique tellement étrange, tellement en tout cas inédite. Le gouvernement, au moins, est en place. Est-ce que le quinquennat a enfin démarré? Eh ben, on va le voir parce que de fait, on avait une situation totalement inédite. Emmanuel Macron a été réélu le 24 avril. Et c'est vrai qu'au début de cette semaine, on n'avait ni véritable gouvernement, ni projet, ni majorité. Donc maintenant, il y a un gouvernement. Donc ce n'est pas un gouvernement élargi, mais c'est un gouvernement. Et il reste deux questions très importantes, c'est-à-dire ce second quinquennat, pourquoi faire? On n'a toujours pas aujourd'hui de réponse et on verra si Elisabeth Borne nous donne une réponse. Donc ça, c'est sur le fond. Et puis, il y a la méthode, c'est-à-dire qu'on sait qu'on a une majorité relative qui, pour l'instant, n'a pas été élargie. Donc, comment va essayer de fonctionner ce gouvernement dans une période qui est très compliquée? C'est là où je pense que la situation est aussi inédite, c'est-à-dire que jamais depuis la 4e République, on a eu un exécutif aussi affaibli et avec un risque de paralysie réelle. Et de l'autre côté, une situation qui est aussi compliquée. Elle est compliquée sur le plan sanitaire, puisqu'on a une 7e vague de Covid bien réelle. Elle est compliquée sur le plan économique. Elle est compliquée sur le plan financier. Elle est compliquée sur le plan stratégique, avec un conflit ukrainien qui s'enlise. Ah ben voilà pour le décor, on va dire. C'est très lourd. Pour revenir sur une des données que vous avez citées, c'est-à-dire évidemment la majorité relative, est-ce que vous pensez qu'on arrivera à une situation telle de blocage politique que le gouvernement devra dissoudre rapidement ou pas? Alors en fait, oui, c'est le président de la République qui dissout. Là où la situation est singulière, c'est qu'en réalité, pour l'instant, aucun des partis n'a envie de la dissolution. Il faut rappeler par ailleurs que Personne n'y a intérêt, ni à gauche ni à personne droite. n'en a envie, en tout cas pour l'instant. Personne n'en a envie. Et ensuite, on verra les calculs des uns et des autres. Il faut rappeler aussi que la Ve République et nos constituants avaient quand même pensé à beaucoup d'hypothèses. C'est-à-dire qu'entre le vote bloqué, le 49-3, même s'il est limité, mais qui permet effectivement de faire passer au moins le projet de loi de finances, le projet de loi de financement de la sécurité sociale et puis un projet par session, tout ce qui relève aussi du pouvoir réglementaire, il y a quand même un certain nombre de moyens d'action à la disposition du pouvoir exécutif qui sont des moyens d'action extrêmement larges. Mais des moyens d'action qui sont autant d'irritants quand même pour l'opinion, qui a demandé un partage des délibérations et précisément pas des outils qui imposent les décisions. C'est là, si vous voulez, où la dissolution pose aussi un problème, c'est que clairement, ça n'est pas pour l'instant, ça n'est pas conforme au message qui a été envoyé par les Français, qui était un message adressé vraiment au président de la République, d'avoir à changer la manière dont il exerce le pouvoir et la méthode du gouvernement. Et pour l'instant, on voit qu'on peine à mettre en place cette nouvelle donne. Et ce que vous voulez dire, c'est que c'est un message, effectivement, Emmanuel Macron, d'abord et avant tout, mais aussi un message à l'ensemble de la classe politique. Le message est effectivement adressé à l'ensemble de la classe politique. Il touche d'une manière tout le monde. Comme je le disais, on va y revenir, mais on est quand même aujourd'hui dans une situation qui est très difficile. Donc ça appelle et ça exige de tout le monde de la responsabilité. Emmanuel Macron, évidemment, les partis, mais j'allais dire aussi les entreprises, les forces économiques et sociales et les citoyens. Alors, question, faut-il aider les Français à affronter l'inflation? Vous savez qu'il y a eu un conseil restreint hier autour d'Emmanuel Macron sur ce fameux texte dont on entend parler depuis si longtemps. Demain, il y a un conseil des ministres qui est dédié à la question du pouvoir d'achat. Aujourd'hui, on en saura peut-être plus avec Elisabeth Borne. À 15 h à suivre, bien sûr, sur LCI. Faut-il distribuer des aides aux Français pour faire face à la hausse des prix? Alors, est-ce qu'il faut aider les ménages? La réponse est oui. Et d'ailleurs, c'est ce qui se fait dans tous les pays développés. Donc, ce n'est pas une particularité française. Est-ce qu'il faut en revanche ramener toute la politique économique à la question du pouvoir d'achat? La réponse est clairement non.
Pourquoi ? Parce que en investissant 50 milliards, soit 2 points de PIB, et en arrosant, j'allais dire, très très large, on se prive de toute capacité à faire autre chose. Donc on ne va plus pouvoir investir ni dans la réindustrialisation, ni dans la souveraineté énergétique ou alimentaire, ni dans la lutte contre le réchauffement climatique, ni dans le réarmement, alors qu'on en a besoin. Et l'autre question quand même qui est importante, c'est qu'il faut bien comprendre la mécanique économique, c'est-à-dire que cette inflation, c'est une inflation importée, et en fait c'est un choc sur l'offre. C'est un choc donc, si vous voulez, quand on a un choc d'offres, en fait, comme on n'a pas assez d'offres, et donc plus on met d'argent du côté de la demande, et plus on alimente en réalité l'inflation. Donc, il faut faire attention. Comment est-ce qu'on peut résoudre cette contradiction ? Eh bien, de 2 manières. Et c'est là où la politique économique conduite aujourd'hui peut sans doute être corrigée. C'est-à-dire, il faut cibler clairement les mesures sur ce qui est le plus efficace et surtout sur les gens qui en ont vraiment besoin. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut quand même essayer de traiter les problèmes d'offres. Et là-dessus, il y a un déni complet. Regardez par exemple ce que font les Allemands en matière d'énergie. Donc les Allemands ont eu une politique énergétique catastrophique avec la dépendance vis-à-vis du gaz russe. Mais aujourd'hui, ils tirent les conséquences de leurs erreurs. Ils en sont au seuil d'alerte numéro 2. En France, attendez, qu'est-ce qu'ils font de différent ? Ils ont commencé à travailler sérieusement au plan de rationnement. Au plan de rationnement, comment ? Par quelle mesure ? C'est-à-dire, à qui est-ce qu'on commence à couper le gaz ? Comment est-ce qu'on essaye de préserver quand même l'industrie ? Comment est-ce qu'on fait entre l'industrie et les ménages ? Les dirigeants allemands aussi ont fait le tour du monde pour essayer de commencer à retrouver des ressources de gaz. En France, il a fallu que ce soit les chefs d'entreprise qui alertent pour dire. Et on n'a toujours pas aujourd'hui, si vous voulez, parce que aujourd'hui, on consomme encore de l'énergie. Il n'y a pas eu aucune pédagogie vis-à-vis des Français. Voilà, c'est ce que vous on dites. Les fait vivre dans l'idée. On va les protéger contre les inflations. On va les protéger en totalité contre la crise énergétique. Or, c'est faux, si vous voulez, parce que Attendez, je voudrais juste m'arrêter là-dessus, parce que vous donnez beaucoup d'informations très intéressantes. Vous dites, on donne des chèques carburant, on subventionne une partie du carburant aussi, puisqu'on baisse de 10 centimes. Donc, c'est une aberration écologique, c'est ce que vous dites. Oui, et par ailleurs, ça ne résout pas la question de fond, qui est qu'il faut moins consommer. C'est ça que je peux comprendre de ce que vous dites. Exactement, qu'il faut se préparer, si vous voulez, à l'hypothèse qui est pas certaine, mais de plus en plus probable, où la Russie soit suspend, soit diminue fortement les livraisons de gaz à l'approche de l'hiver prochain. Et aujourd'hui, quand on réfléchit, on ne voit pas tellement de raison pour Vladimir Poutine de ne pas essayer de jouer de cette mécanique au moment où on voit que lui pense que la société russe, finalement, résiste plutôt pas si mal aux sanctions et que les sociétés occidentales sont de plus en plus fragiles. Donc on sera les perdants. C'est ce que vous dites. La Russie s'enfonce dans une guerre longue. Non, je ne dis pas qu'on est forcément les perdants. Je dis que on ne peut pas, d'un côté, dire nous sommes rentrés dans une économie de guerre et de l'autre côté, n'en tirer aucune conséquence. Quelles conséquences faudrait-il en tirer ? Alors, je reviens à ce qui, à court terme, intéresse quand même les Français. C'est de finir les fins de mois avec un prix de l'essence qui est à 2,20, 2,30, 2,40 parfois à la pompe. Si le gouvernement ne devait pas dégainer ce chèque carburant travailleur, par exemple, qui est plus ciblé, ou baisser les prix à la pompe, que faudrait-il faire ? Non, mais faire ? les mesures ciblées, c'est ce que je disais. Il faut les faire. Ça, vous êtes d'accord ? On ne peut pas ne pas les faire. On en fait partout. On ne peut pas laisser le prix de l'électricité ou du gaz tripler et le répercuter intégralement sur les ménages. Le blocage des prix, qu'en pensez-vous sur le principe ? Le blocage des prix que demande, par exemple, Jean-Luc Mélenchon. Le blocage des prix, si on est dans un problème de pénurie, ça ne sert à rien de contrôler les prix. Si vous manquez si vous n'avez plus de gaz, vous pouvez toujours contrôler le prix, ça ne sert à rien. Donc c'est là où il faut faire quand même très attention à l'origine du problème. Ça n'a pas d'impact sur le prix lui-même, à partir du moment où il y a une pénurie d'offres. C'est ça. Oui. Les LR, eux, ils demandent qu'on s'occupe des retraites et ils réclament un litre à 1,50 € par la suppression
de la taxe, de la TVA sur la TICPE et la baisse de cette même TICPE. Non, mais plafonner le prix du litre de carburant à 1,50 € alors qu'il est pour tout le monde, et alors que c'est exactement l'inverse de ce qu'il faut faire. Parce que c'est trop large. C'est ruineux pour les finances publiques. On touche absolument tout le monde. Et donc, ça n'a pas de... Très franchement, pour le coup, c'est extrêmement cher et avec un résultat économique extrêmement problématique et un résultat écologique catastrophique, parce que si on met dans la tête de tous les ménages que le litre de carburant a vocation à ne jamais dépasser 1,50 €, c'est évidemment l'inverse de ce qu'il faut faire pour amorcer la transition écologique. Donc, il faut être clair, hein, si on prend au sérieux la transition écologique, le monde de l'énergie bon marché est le monde derrière nous. Mais ensuite, il faut lisser les effets d'un côté, et puis de l'autre côté, il faut effectivement ne pas mettre la partie la moins aisée de la population dans une situation évidemment désespérée. Donc il faut aider les bas salaires, par exemple, à passer Oui. le cap. Et vous parliez de rationnement. Il y a eu une tribune récemment des 3 grands énergéticiens qui appelaient à la sobriété. Il y a plus de 80 chefs d'entreprise aussi qui ont surenchéri dans une tribune récemment en disant oui, c'est ça la solution. Il faut de la sobriété économique, il faut l'organiser et c'est aussi un moyen de ne pas faire peser le poids de la transition justement sur les plus démunis. Ce débat sur la sobriété, on sent qu'il monte. Mais on peut à la fois appeler à la sobriété et distribuer des chèques. Vous voyez, est-ce qu'on peut distribuer des chèques et appeler à baisser son chauffage? Oui, parce que, comme je dis, le chèque, c'est la réponse au problème de l'augmentation du prix. Mais si, à l'hiver, on a un problème de manque, de pénurie, là, les chèques, de toute manière, ils ne servent plus à rien. Donc, il faudra bien, par ailleurs, avoir cette pédagogie. Effectivement, la pédagogie, elle est à double détente. On a un risque de manque d'énergie, notamment de gaz, à l'hiver prochain. Et puis, on a le problème plus général de la transition écologique de notre économie. Et ce qui est dommage, c'est qu'on n'ait pas profité, notamment de cet été, pour commencer à faire la pédagogie. On est bien d'accord. Le problème crucial, il va se poser à l'automne et à l'hiver prochain. Mais si on veut faire la pédagogie des citoyens, il vaut mieux commencer un peu avant. Comment vous la et par feriez, exemple, vous aujourd'hui déjà, on pourrait commencer Voilà. à essayer de dire que c'est peut-être pas nécessaire d'avoir les climatisations qui fonctionnent de manière frénétique aujourd'hui. Donc Parce c'est de la que sensibilisation de l'opinion à ces questions-là, leur dire attention, parce qu'on peut prendre des mesures coercitives dans ce domaine ou pas? Non, pour l'instant, il y a deux choses. Il faudra peut-être prendre des mesures coercitives. Donc ça, c'est l'autre chose. Ce que font les Allemands et alors ça, apparemment, il y aura quelques mesures dans la loi pouvoir d'achat là-dessus. Mais les mesures coercitives, c'est quand le problème se posera, vraiment. avec des arbitrages. Est-ce que effectivement, on affecte le gaz aux ménages, aux entreprises, à quelles entreprises, dans quelle proportion, tout ça. C'est ça qui nous attend. C'est à un moment, il faudra choisir entre faire si, tourner l'économie en alimentant. Comme je le dis, c'est pas encore fait, mais si la Russie suspend ou diminue très fortement ses livraisons de gaz, on a expliqué que la France est beaucoup moins dépendante que l'Allemagne. C'est tout à fait juste, mais il n'empêche que la proportion, 17%, c'est considérable. Hein. Donc, et vous voyez, l'autre chose à faire, c'est d'être beaucoup plus actif et rapide sur le déploiement des solutions alternatives. Vous voyez, on a eu un retard. On va finalement avoir ce fameux terminal flottant qui va être installé au Havre, notamment grâce aux équipes de Total Energy. Mais tout ça, ça va être plutôt du fin 2023, parce qu'il y a eu un énorme retard au départ sur les autorisations administratives, sur le raccordement, etc. Donc, Et comment vous expliquez ce retard d'ailleurs? Parce que ça fait quand même longtemps qu'on en parle. On voit bien que il pourrait y avoir beaucoup plus de photovoltaïque un peu partout. Dès qu'il y a une construction d'un bâtiment public, etc., on ne le voit pas. Pourquoi il n'y a pas ce déclic? Très simple, parce que c'est un pays qui est surréglementé de manière
folle. Et que C'est quand ça, on a surréglementation, on a évidemment aussi du surcontentieux. Et que l'État a complètement perdu sa capacité, effectivement, l'État bloque et il est incapable de porter des grands projets comme il a pu le faire par le passé avec le nucléaire. Il fait même pire, puisque le nucléaire, c'est l'État qui a organisé la décomposition, le déclin de cette filière au moment où on en a le plus besoin. Ouais. La fermeture de Fessenheim, ça restera une aberration et écologique et économique. Le président a fixé 2 bornes. C'est vrai que vous disiez au début de cet entretien, on n'a pas vu la vision du président. On a entendu 2 bornes qu'il a fixées, ni impôt supplémentaire, ni creusement de la dette. Le deuxième, c'est déjà faux, puisque la dette, elle a augmenté de 90 milliards d'euros pendant le premier trimestre de cette année. Donc, pour l'instant, on verra pour les impôts, mais pour la dette, le très grand risque de cette situation, c'est que la dépense publique va être l'espèce de plus petit dénominateur commun sur lequel, sans doute, essayer de construire des majorités au cas par cas. Tout le monde veut creuser la dette, en fait. Tous les partis si on demandent regarde plus de dépenses publiques. les propositions sur le pouvoir d'achat, c'est leur point commun. Voilà, pour l'instant, tout le monde s'accorde sur des plans extrêmement coûteux. Et je crois que là encore, personne n'a compris que le monde a vraiment changé. C'est pas seulement un problème conjoncturel, c'est que l'argent gratuit et illimité, il est fini. Il est fini parce que aujourd'hui, les taux d'intérêt remontent. Il est fini également parce que je rappelle que la totalité de la dette française depuis 2015 a été rachetée par ce qu'on appelle l'eurosystème, c'est-à-dire la Banque centrale européenne et les différentes banques centrales nationales. La totalité. Aujourd'hui, la BCE et l'Eurosystème vont s'arrêter d'acheter ces titres. Donc, il va falloir trouver des investisseurs. Et là où le monde a changé aussi, on a une nouvelle spectaculaire, c'est que le degré de conflictualité aujourd'hui dans le monde est tel que la mondialisation, elle est fragmentée et elle a explosé. Regardez l'Allemagne, c'est la première fois depuis des décennies que l'Allemagne a un déficit commercial. Alors tout petit, 1 milliard d'euros, mais par rapport aux gigantesques excédents, et ça montre bien que la machine à exporter allemande a des problèmes, mais quand l'Allemagne n'arrive pas à exporter, a fortiori, pour la France, qui a quand même un déficit commercial gigantesque de 110 milliards d'euros sur un an, ça fait 4 points de PIB. On n'a jamais vu ça. Donc, c'est un signal d'alerte qu'il faut avoir en tête. Donc, le monde a vraiment changé et il faut vraiment qu'on en tienne compte. Alors justement, on a vu dans l'histoire parfois des situations de crise qui conduisent certains dirigeants à prendre des décisions, on va dire, très structurantes pour l'avenir. Emmanuel Macron, en plus, n'a pas d'enjeu d'élection pour lui. Est-ce que vous croyez que c'est ce qu'il va faire ou est-ce que vous craignez un quinquennat de gestionnaire un peu court-termiste? Ce qui est très, très compliqué, c'est que, comme on l'a souligné, Emmanuel Macron a été réélu brillamment, mais sans projet. Donc, c'est vrai qu'il a été réélu par défaut, principalement par opposition à Marine Le Pen. Donc, on a des exemples de dirigeants qui ont été réélus de justesse et qui ont fait des réformes très importantes. C'est par exemple le cas de Gerhard Schröder en Allemagne, qui n'avait pas été réélu pour faire l'agenda 2010, mais qui a considéré que c'était une question de survie pour l'Allemagne et son industrie. Aujourd'hui, mais qui ensuite d'ailleurs négocié avec son opposition. C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut absolument que si ce pays est paralysé, si vous voulez, si on a paralysie, comme on vient de le montrer, on va avoir une accélération. On a eu pas mal de chocs et de crises, mais dans les 5 années qui viennent, ça va être encore pire. On a toujours le problème du Covid. On a un risque de récession sur l'économie en 2023, c'est peut-être déjà parti. De récession. Les États-Unis sont peut-être déjà en récession aujourd'hui. Donc, et en tout cas, si on a un gros impact sur le gaz russe, c'est pratiquement certain. Et puis, la France aujourd'hui a une structure
qui est quand même très proche de celle de l'Italie en 2011. Donc, dans les 5 années qui viennent, on peut vraiment avoir un problème sur la dette française. Donc, difficulté à nous financer avec, alors là, pour le coup, des conséquences en chaîne à l'italienne, pas la grecque quand même, on va pas en arriver là, mais pas des cessations de paiement. Enfin, bon, on n'en est pas là pour l'instant. Voilà pourquoi, si vous voulez, je pense que il y a quand même aujourd'hui un énorme décalage. Et si vous voulez, le débat public reste, après ce cycle électoral, complètement en apesanteur par rapport aux problèmes réels qui se posent au pays. Si Emmanuel Macron, vous étiez en face de lui, vous lui diriez, et il vous demanderait qu'est-ce qu'il faut que je fasse aujourd'hui, une mesure qui vous paraîtrait propre, en tout cas à assurer notre avenir, ce serait laquelle? Je pense que la priorité, c'est effectivement comme on l'a dit, évidemment, il faut s'occuper des ménages les plus défavorisés, mais la priorité, c'est l'offre. Ça se traduit par quelle mesure? Alors, pour l'instant, la priorité, c'est de ramener de l'énergie dans ce pays. Et donc, de traiter les problèmes du nucléaire. On a quand même la moitié des centrales à l'arrêt pour une entreprise qui est là. Si vous voulez, c'est quand même une aberration de traiter quasiment de profiteurs de guerre des entreprises qui ramènent ces entreprises qui produisent. Et si vous voulez, il faut sortir de la confusion. Le budget de l'État, c'est pas fait en priorité pour faire de la stabilité des prix. Les banques centrales, c'est pas fait d'abord pour financer les budgets des États. Les entreprises, c'est fait d'abord pour produire. Et on en a un besoin vital aujourd'hui. Et c'est, au lieu d'essayer de les ramener ou de leur faire faire des choses, et effectivement, il faut qu'une fois qu'elles ont produit, il faut qu'elles rémunèrent correctement leurs collaborateurs. Oui, c'est aussi une question, effectivement, vous reviendrez pour qu'on l'aborde, la question des salaires. C'est Yannick Jadot qui avait parlé des profiteurs de guerre, mais Emmanuel Macron aussi, la semaine dernière, à Madrid, a dénoncé des profiteurs de guerre, des spéculateurs. Vous vous dites, attention, les entreprises sont précieuses. Merci beaucoup. Merci infiniment. Nicolas Bavrez d'avoir été ce matin sur LCI. C'était passionnant. Bonne journée à vous. Dans un instant, le temps avec Guillaume.